Maman affirmait que je n'aurais jamais une maison comme ma sœur. Après m'avoir traité de jalouse, ma sœur est venue chez moi. Sous le choc, elle a appelé maman en hurlant « Tu dois voir ça tout de suite ». Je m'appelle Élise Dubois, et j'ai longtemps cru que le silence me protégeait. Mais cette illusion s'est brisée le jour où j'ai ouvert la grande porte en acajou de mon propre hôtel particulier, une théière en porcelaine à la main, et que j'ai vu la mâchoire de ma sœur Camille se décrocher au ralenti. Elle venait de passer la dernière année à se moquer de moi parce que j'étais encore locataire. Je n'ai pas dit un mot. J'ai simplement souri et lui ai servi du thé sur l'îlot de cuisine en marbre qu'elle n'aurait jamais imaginé m'appartenir. Elle a commencé dans un cimetière. Le froid avait une morsure humide et vive qui me glaçait la nuque alors que je me tenais près du cercueil. La pluie d'octobre n'avait pas cessé une seule fois, comme si le ciel lui-même ne pouvait retenir son chagrin, même lorsque moi, je le pouvais. La foule était restreinte. La famille, quelques anciens collègues de mon père, quelques hommes en costume gris de sa loge maçonnique. Mais je me sentais seul au milieu de tous. Je ne portais pas de noir. Je portais du gris anthracite, la couleur de la cendre, des choses qui avaient brûlé il y a longtemps. Maman se tenait à côté de moi, une statue de désapprobation dans un manteau sur mesure et un rouge à lèvres qui, je ne sais comment, n'avait pas bavé. Ces mots étaient bas mais acérés. Il t'a toujours choyé jusqu'à la fin. Ma gorge s'est nouée. J'ai regardé droit devant moi, refusant de lui donner la satisfaction d'une réaction. Camille, ma sœur aînée de 2 ans et reine autoproclamée des choix de vie pragmatiques, se tenait derrière nous, son mari tenant un parapluie au-dessus d'elle comme un trophée. Elle s'est penchée juste assez pour que sa voix porte. « Bonne chance pour payer ton loyer ce mois-ci, Élise, dit-elle doucement, assez fort pour que le couple derrière nous sursaute. Je me suis mordu l'intérieur de la joue si fort que j'ai senti le goût du sang. Je ne leur donnerai pas mes larmes. Pas ici. Pas devant tout le monde. Pas même pour lui. Pas même pour papa. Mes doigts se sont resserrés autour du petit bouquet que j'avais apporté. Pas des roses, des hortensias, bleues comme la cravate qu'il portait quand il m'a appris à conduire. Je me suis agenouillé lentement et j'ai déposé les fleurs sur le couvercle laqué du cercueil. Je vais bien, papa, ai-je murmuré si bas que seule la terre sous nos pieds l'a entendu, même s'ils ne le savent pas encore. En me relevant, une rafale de vent a soulevé mon manteau et l'a ouvert. Et pendant une brève seconde, j'ai vu le reflet de ma montre, un cadeau d'un PDG pour qui j'avais un jour repensé une ligne de produit. Elle n'était pas tape à accent grave-l'œil, juste de haute qualité et subtile, comme moi. Les yeux de ma mère ont capté le reflet et se sont plissés, mais elle n'a rien dit. Le prêtre continuait les rites tandis que la pluie s'accumulait sur les chaussures vernies et que les parapluies bougeaient dans la brise. J'entendais à peine les mots. Mon pouls battait à tout rompre dans mes oreilles. Que vos cœurs ne se troublent pas, mais le mien l'était. Je voulais crier, pleurer, frapper la boue. Au lieu de ça, je suis resté immobile, car la dignité était la seule chose qu'il ne pouvait pas me prendre. Camille s'est penchée près de moi une dernière fois alors que la foule commençait à se disperser. « Tu seras probablement de retour dans la chambre d'amis de maman d'ici Noël, dit-elle. Mais ne t'attends pas à ce qu'elle cuisine pour toi. » Je me suis tourné lentement vers elle, les yeux secs et perçants. « Je n'ai pas faim, ai-je dit d'un ton égal. Pas de ce que vous servez, ni l'une ni l'autre. » Sa bouche a eu un tic, surprise. Ai-je répondu, mais elle avait toujours l'air suffisante. « Tu as toujours été trop sensible, » a ajouté maman en me frôlant pour rejoindre la berline avec chauffeur qui attendait. « C'est pour ça que tu ne tiendras jamais le coup là dehors. » J'ai regardé leur dos disparaître dans la brume et le ciel grisos. Mes doigts, toujours crispés autour du programme funéraire détrempé, tremblaient. Ils ne savaient pas ce que je construisais. Pas encore. Mais un jour, ils entreraient dans une pièce où ils pensaient que je n'avais pas ma place et réaliseraient qu'elle était à moi. Les funérailles étaient terminées, mais la vraie performance ne faisait que commencer. De retour à la vieille demeure en Meulière de Saint-Germain-en-Laye, la maison de mon enfance transformée en champ de mine psychologique. L'air à l'intérieur était tout aussi froid qu'au cimetière, la pluie en moins. Le chauffage était techniquement allumé, mais il ne semblait jamais atteindre les pièces qui comptaient, surtout pas la cuisine, où toute la chaleur avait été remplacée par le jugement et une sympathie de façade. Camille avait enlevé ses bottes dès notre arrivée et tenait maintenant salon dans le séjour, un verre de vin dans une main et le genou de son mari dans l'autre. Je suis resté près de l'entrée, encore humide de la pluie,
une assiette en carton de salade de pommes de terre devenant molle dans ma main. Tellement contente qu'on ait décidé de ne pas enterrer papa à côté de grand-mère Irène, disait Camille à notre cousine Diane. Ce cimetière est pratiquement sous l'eau, pas très chic. Personne ne veut de funérailles dans un marécage. Diane a eu un rire gêné. Pas moi. Je me suis glissé dans la cuisine, espérant trouver un coin tranquille où personne n'attendait de moi que je commente la couleur du cercueil ou le gratin. Mais même la cuisine, la seule pièce que j'avais autrefois considérée comme sûre, n'était pas un refuge. Je les ai entendues avant qu'elle ne me voie. Elle ne s'est jamais vraiment prise en main comme Camille, disait maman, sa voix basse mais pointue. Élise a toujours couru après des idées. Des idées ? A répété tante Catherine, amusée. Maman a soupiré comme si elle endurait un fardeau. Elle est toujours dans un appartement en location quelque part, c'est où déjà ? Ce quartier industriel Montreuil. Oui, c'est ça, a complété Catherine. Tout ce dont elle parle, c'est d'expérience utilisateur et de stratégie produit, comme si ça voulait dire quelque chose pour les gens avec de vrais emplois. Camille parle déjà d'acheter une deuxième propriété. Elle a toujours eu cet esprit pratique. Le rire était doux et tranchant comme le cliquetis de l'argenterie. Je suis resté figé près du cellier, mon cœur battant la chamade. Elle ne m'avait pas vu. Ou peut-être que si, et elle s'en fichait. Les deux faisaient mal. J'ai tourné les talons, suis retourné dans le couloir et j'ai attrapé mon téléphone comme s'il venait de vibrer. Désolé, ai-je murmuré à personne en particulier. Un appel du travail. Personne n'a posé de questions. Pourquoi l'aurait-il fait ? Pour eux, j'étais l'excentrique, la rêveuse, l'amérante qui avait besoin d'excuses pour éviter la famille. Je suis sorti dans le crépuscule gris et j'ai marché quelques pas sur le chemin de pierre, juste assez loin pour pouvoir respirer. L'air humide s'accrochait à ma peau, mais je m'en fichais. Mon téléphone n'avait pas vibré. Personne n'appelait. Je ne pouvais juste pas supporter une seconde de plus dans cette cuisine. Expérience utilisateur, ai-je marmonné amèrement, imitant le ton de ma mère. Comme si ça voulait dire quelque chose. Je voulais hurler. Ça veut dire que je repense des systèmes pour que les gens ne jettent pas leur téléphone par la fenêtre. Ça veut dire que je gagne plus d'argent que Camille et son mari réunis. Mais je ne l'ai pas fait. Je ne le ferai pas parce que ce n'était pas le plan. Le plan était de faire profil bas, de travailler en silence, de les laisser continuer à croire qu'ils savaient qui j'étais, puis un jour, de leur montrer qu'ils ne me connaissaient pas du tout. J'ai regardé la pelouse mouillée, les buissons envahissants que Camille m'avait un jour reprochés pendant un été où nous étions punis ensemble. Il était toujours plus facile de me faire passer pour la désordonnée, l'irréaliste, parce qu'alors il n'avait pas à affronter la vérité. La vérité, c'est que c'est moi qui avais survécu. Pas seulement à la mort de papa, mais à des années de minimisation, de critiques et de rejets silencieux. La vérité, c'est que c'est moi qui avais trouvé une issue, même s'il ne pouvait pas la voir. Et je n'allais pas briser cette illusion tout de suite. Je suis rentré, calme et le visage impassible. Camille m'a aperçu alors que je traversais de nouveau le salon. « Tu as manqué l'histoire de Diane sur la confusion aux funérailles de son voisin », dit-elle en souriant doucement. Honnêtement, c'est probablement une bonne chose. Tu n'as jamais aimé les histoires des gens. Je l'ai regardée, la façon dont elle tenait son verre, l'auriculaire légèrement levé, la façon dont notre mère la regardait avec admiration comme un miroir parfaitement orienté. Non, ai-je dit doucement. Pas le genre que vous racontez. Bref, elle a incliné la tête, un léger froncement de sourcils se formant, mais je ne me suis pas arrêté. J'ai marché droit vers la porte d'entrée. « Où vas-tu » a crié maman derrière moi. « J'ai une deadline », ai-je dit sans me retourner. « Des trucs de boulot. » J'ai entendu Camille marmonner, bien sûr qu'elle en a, mais je m'en fichais. Mon esprit était déjà ailleurs. Il voulait croire que j'échouais. Laissez-les. Il voulait croire que je ne pouvais pas me payer une maison. Parfait. Il verrait la vérité assez tôt, et pas à travers un tableur ou un sermon. Non, il la verrait en franchissant mon portail, en entrant dans une vie qu'il n'aurait jamais cru que je pourrais construire. Et quand ce jour viendrait, je n'aurais pas besoin d'expliquer la moindre chose. Je servirais juste le thé et laisserais les murs parler d'eux-mêmes. L'odeur de plats à emporter froid et de café brûlé est devenue le parfum de mon sanctuaire. Mon appartement,
coincé entre un salon de tatouage et un antiquaire poussiéreux à Montreuil, était petit, à peine 75 mètres carrés. Mais il avait quelque chose que personne dans ma famille ne m'avait jamais offert, la paix. Ici, personne ne levait les yeux au ciel quand je parlais de technologie. Personne ne se moquait de moi parce que je rêvais trop grand ou trop longtemps. Il n'y avait pas de pics murmurés au petit déjeuner, pas de ricanement pincé de Camille à table. Juste moi, mon ordinateur portable, et le doux bourdonnement des possibilités. Le premier lundi après les funérailles de papa, je suis entré dans mon bureau chez Aérotechnique, la société de logiciels où j'étais stratège produit de niveau intermédiaire depuis 4 ans, et j'ai demandé à prendre en charge 3 nouveaux comptes. Personne n'a demandé pourquoi. Ils ont supposé que le deuil me rendait agité. C'était peut-être le cas, mais il m'a aussi rendu impitoyable avec mon temps, mon énergie, ma patience. Pendant que mes collègues partaient à 18 h, je restais. Pendant qu'ils débranchaient pour le week-end, je me versais une autre tasse de café et me murmurais « encore un petit effort ». J'avais un tableur scotché au-dessus de mon bureau intitulé « Piste d'envol vers la liberté ». Personne ne savait ce que cela signifiait. Ils me trouvaient excentrique, motivé, un peu intense. Ils ne savaient pas que j'avais un but, un prototype de produit personnel, une présentation commerciale que je peaufinais comme un évangile, et une vision que je n'expliquerai pas avant qu'elle ne soit indéniable. J'ai manqué des anniversaires, décliné des afterworks, vécu de barres de céréales et de raviolis au micro-ondes. Je les ai tous laissés penser que je travaillais d'arrache-pied. Ce que je faisais, c'était construire ma sortie. Je n'ai vu ma famille que 2 fois cette année-là. Une fois à Noël, où Camille a informé tout le monde de son nouveau poste dans le crédit immobilier tout en m'appelant toujours dans la tech à faire ses trucs d'utilisateur, et une fois à Pâques. Où maman lui a offert un agenda en cuir monogrammé et m'a dit « peut-être que tu en auras un aussi une fois que tu auras des clients ». J'ai souri poliment. Ils ne m'ont jamais demandé ce que je faisais vraiment. Pas une seule fois. Et je ne me suis jamais porté volontaire pour le dire, car le silence est plus puissant que quiconque ne le pense quand on est celui qui détient la vérité. C'est lors d'une soirée humide de juillet, sur un bar en rooftop à La Défense, que tout a changé. Un dîner d'équipe semi-obligatoire. J'ai failli ne pas y aller, mais je me suis forcé à enfiler un blazer et des talons en me disant que le champagne aurait meilleur goût quand on l'aurait mérité. Le coucher de soleil peignait la skyline de teintes orangées et dorées. Mes collègues s'agitaient autour de grands verres et de mini-burgers, riant de bugs d'application et d'appels clients gênants. Je me tenais près de la balustrade, laissant la brise rafraîchir ma nuque. Puis Grégoire, mon patron, un homme décent avec un faible pour les bretzels et les délais impossibles, a fait teinter son verre. Je veux porter un toast, a-t-il dit, à quelqu'un qui a pris chaque projet chaotique cette année et l'a transformé en or. Élise Dubois, vous l'avez mérité. Tout le monde, je vous présente notre nouvelle vice-présidente des produits. Mon équipe a éclaté en acclamations. Quelqu'un a fait sauter un bouchon trop tôt et le champagne a moussé par-dessus bord comme une célébration qui ne pouvait pas attendre. J'ai senti la chaleur monter à mes joues. J'ai souri. Grégoire s'est tourné vers moi. Dites quelques mots. J'ai pris le verre, l'ai tenu juste assez longtemps pour que les bulles se calment, et j'ai dit doucement, merci. Je travaillais sur quelque chose. C'est tout, parce que ce n'était pas le titre qui comptait. C'était ce que le titre m'achetait. De l'espace, de l'autorité, de la confiance, et assez de capital pour enfin lancer ce que j'avais prévu. Ce soir-là, alors que l'équipe dansait, buvait et prenait des photos floues de la skyline, je me suis éclipsé tôt, descendant en ascenseur avec un verre à moitié vide et un cœur plein. De retour à mon appartement, j'ai enlevé mes talons, enfilé mon sweat à capuche usée, et ouvert mon ordinateur portable. J'ai téléchargé mon prototype bêta sur un serveur privé. Puis j'ai murmuré mon mantra nocturne une dernière fois, mais cette fois en souriant, encore un petit effort. Le jour où toute ma vie a changé a été silencieux. Pas de confettis, pas de bouchons de champagne, pas de fanfare pour signaler que j'avais franchi un seuil invisible vers le genre de succès qui me semblait autrefois mythique. Il y avait juste moi, un stylo, et une pile de documents de clôture, si épaisse que l'avocat a plaisanté en disant qu'on devrait faire payer un loyer au papier. Le cabinet était dans un vieux quartier de la ville, niché entre une boutique de bagel végan et une galerie d'art qui n'avait pas ouvert à l'heure depuis 3 ans. Des fenêtres allant du sol au plafond laissaient le soleil bas d'hiver inonder la table de conférence en noyer poli. Dehors, le froid de janvier mordait les pavés, mais à l'intérieur, j'avais chaud.
Pas seulement à cause du chauffage, mais à cause de la certitude que je l'avais fait. J'avais construit quelque chose de réel. Et quelqu'un avait payé une somme ridicule pour le posséder. J'étais assise en face de deux hommes en costume de solution Axiom. Le genre d'homme qui parle en acronyme et ne sourit que lorsque les avocats le font. Ils ne savaient pas que j'avais construit ma plateforme sur une table pliante dans un studio, ne savaient pas que j'avais fait des sessions de débogage à 3 heures du matin après des journées de travail de 12 heures. Ou que j'avais financé tout le test bêta avec mes économies et sauté des courses pour payer des testeurs d'expérience utilisateurs. Tout ce qu'ils savaient, c'est que mon produit fonctionnait. Il était élégant, évolutif, et exactement le genre d'acquisition qui les faisait paraître brillants aux yeux de leurs actionnaires. Nous nous sommes serrés la main. Ils ont fait glisser la dernière page. Félicitations, mademoiselle Dubois, a dit le plus grand, essayant de paraître décontracté. Sacrée sortie pour quelqu'un qui était sous les radars. J'ai souri et signé mon nom. C'est un peu le but. À 15 heures, c'était fait. Juste comme ça, je n'étais plus Élise Dubois la locataire. J'étais Élise Dubois, fondatrice de QR, une interface d'IA pour les technologies propres qui avait maintenant une nouvelle société mère et un prix à 7 chiffres attachés à son nom. Je n'ai envoyé de SMS à personne tout de suite. Je n'ai rien posté. Je n'ai même pas encore appelé Maël. J'ai juste marché lentement dans les rues pavées, laissant le froid piquer mes joues et la vérité s'installer. Plus de mantra, plus de encore un petit effort. J'étais arrivé. Plus tard dans la soirée, j'ai retrouvé Maël, ma meilleure amie depuis nos années à la Sorbonne, dans un petit bistrot tranquille à Saint-Germain-des-Prés. Elle avait toujours su que je tramais quelque chose, mais j'avais gardé le secret. Elle avait un don pour TikTok et les commérages, et j'avais besoin que cela reste confidentiel. Alors, dit-elle après que nous ayons commandé, plissant les yeux par-dessus son verre de vin. Tu rayonnes. Qu'est-ce qui s'est passé? Nouvel homme ou nouvel argent? J'ai pris une bouchée de pain et l'ai laissé deviner juste assez longtemps pour qu'elle me donne un coup de pied sous la table. J'ai conclu un accord aujourd'hui, ai-je finalement dit. Axiom a acheté le produit que je développais. Maël a cligné des yeux. Attends, acheter? J'ai hoché la tête. Genre, contre-départ? Non. Rachat complet, cash et action. Elle s'est penchée en avant, ses boucles d'oreilles captant la lumière de la bougie. Élise Dubois, es-tu en train de me dire, elle a baissé la voix, que tu es riche? J'ai souri et haussé les épaules. Je suis en train de te dire qu'on va partager un dessert. Elle a presque crié. Tu ferais mieux de ne pas plaisanter. J'ai juste levé mon verre à la patience. Elle a ri, clignant des yeux rapidement, et s'est adossée à sa chaise, secouant la tête. Ma belle, a-t-elle murmuré. Tu es riche. Je n'ai rien dit pendant une longue seconde, puis, gardons ça entre nous. Parce que je savais déjà ce que j'allais faire ensuite, et cela devait rester secret. 2 heures plus tard, j'étais de retour dans mon appartement, assise en tailleur sur le sol à côté de mon vieux radiateur avec un ordinateur portable perché sur un carton que je n'avais jamais déballé. Le bâtiment craquait de ses gémissements hivernaux habituels. Le papier peint se décollait toujours au-dessus de la fenêtre. Le chauffage toussait comme s'il allait abandonner, mais je m'en fichais, car sur mon écran se trouvait l'annonce que j'avais sauvegardée il y a 6 mois. Un hôtel particulier en pierre de 500 mètres carrés à Neuilly-sur-Seine. Couvert de lierre, toit en ardoise, avec un jardin qui s'enroulait comme un secret à l'arrière. Porte-fenêtre, un office, une véranda avec des carreaux bleu pâle qui me rappelaient les hortensias que j'avais laissées sur le cercueil de papa. Cette maison était restée sur le marché plus longtemps que prévu. Trop grande pour les familles, trop vieille pour les promoteurs, trop d'entretien pour les retraités. Parfaite pour moi. J'ai ouvert le fichier crypté contenant les informations de virement de ma transaction. Puis j'ai rédigé une offre anonyme tout en cash au prix demandé, plus assez pour que le vendeur arrête de réfléchir et commence à signer. Il était 3h42 du matin quand l'email de confirmation a retenti dans ma boîte de réception. Offre acceptée. J'ai fermé l'ordinateur portable et me suis adossé au radiateur. Quelque part, Camille rêvait probablement de carrelage de crédences pour son appartement. Et ma mère réécrivait probablement une liste de courses mentales avec des coupons de réduction. Aucune d'elles ne savait ce que je venais de faire. Et je n'allais pas le leur dire. Pas encore. Laissez-les continuer à penser que j'étais locataire.
Laissez-les croire que je poursuivais des rêves. Je n'avais pas seulement acheté une maison. J'avais acheté le plateau de jeu sur lequel elles jouaient leur jeu de pouvoir. Et bientôt, je les inviterai à prendre le thé. 3 semaines après avoir acheté l'hôtel particulier, j'étais de nouveau assise dans la cuisine de ma mère. Même rideau fleuri délavé, même mug ébréché avec l'inscription ironique « meilleure cuisinière du monde ». Je ne lui avais rien dit. Pas sur la promotion, pas sur la vente, et certainement pas sur la maison. Elle croyait toujours que j'étais dans ma petite location au-dessus de ce bar bruyant, et je ne l'ai pas corrigé. Certaines vérités méritent d'arriver sur des talons hauts. Je ne comprends tout simplement pas pourquoi tu traînes des pieds, dit-elle en coupant une poire meurtrie et en la laissant tomber dans un bol ébréché. Tu as 32 ans. N'est-il pas temps de t'enraciner? Ou es-tu toujours dans cette phase où tu penses que liberté signifie pauvreté? J'ai remué lentement mon café, laissant le tourbillon de crème me donner quelque chose à regarder à part ses yeux. Je ne suis pas prête à acheter, ai-je dit. Je réfléchis encore à ce que je veux. Typique, a-t-elle marmonné. Camille le savait à 26 ans. Juste à ce moment-là, Camille est entrée dans la pièce, portant un sac de pain au levain comme si elle livrait des offrandes sacrées. Son manteau était ouvert, ses cheveux bouclés, ses lunettes de soleil poussées sur son serre-tête parfaitement lisse. Elle a rayonné, a embrassé maman sur la joue, et s'est tournée vers moi avec la même vieille condescendance scintillante. « J'ai apporté le bon, dit-elle. Ne t'inquiète pas, Élise. Je me suis assuré qu'il y en avait un pour toi. Oh, ai-je dit légèrement. Merci. Maman a tapé dans ses mains. Asseyez-vous, toutes les deux. Fait-on un peu. Pourquoi? Ai-je demandé en sirotant mon café qui refroidissait. Camille a montré ses doigts manucurés. Mon offre a été acceptée. J'ai eu la maison à Versailles. 3 chambres, 2 salles de bain et demi, concept ouvert, tout. Cave à vin intégrée. Tu vas mourir quand tu verras le dressing. C'est merveilleux, ai-je dit en souriant. Félicitations. Merci, dit-elle en rejetant ses cheveux en arrière. Et une fois que je serai installé, peut-être que tu pourras enfin dire que tu es entré dans une vraie maison. Elle a ri de sa propre blague et s'est tournée vers maman, qui a gloussé avec elle. J'ai juste remué mon café à nouveau. Le mug était un des vieux de maman, délavé par le lave-vaisselle, une petite ébréchure sur l'anse. Familier et sans histoire. Bien sûr, ai-je dit doucement. J'adorerais t'aider à t'installer. Camille a semblé légèrement surprise. Vraiment? Dit-elle. C'est gentil de ta part. Je peux aider avec les cartons, peut-être des fleurs pour l'entrée. Tu sais, j'ai un bon œil pour les espaces accueillants. Je m'en souviens, a dit maman, toujours en train de couper des fruits. Tu adorais faire des cabanes quand tu étais petite. Tu n'as jamais vraiment grandi de ce côté-là, n'est-ce pas? J'ai continué à sourire. Je suppose que non. Elles ont ensuite parlé de financement de meubles, de nuanciers de peinture, et si Camille devait opter pour du parquet en chêne blanc ou en noyer. Je suis restée assise tranquillement, hochant la tête au bon moment. Elle n'avait aucune idée que les sols en marbre de mon nouveau hall venaient d'être polis ce matin-là, ou que l'entrepreneur que j'avais engagé refaisait la véranda avec des armoires sur mesure et des portes-fenêtres qui s'ouvriraient sur un jardin que Camille avait un jour qualifié d'inaccessible pour quiconque gagnant moins de 6 chiffres. Cela n'avait pas d'importance. Pas encore. Parce que quand je leur montrerais, ce ne serait pas avec des mots. Ce serait en mètres carrés, en silence, dans l'écho de leurs talons sur mes sols en pierre. La maison de ville sentait la peinture fraîche et le produit à polir au citron, l'odeur des commencements avec juste une pointe de tension. C'était samedi matin, et je suis arrivé à 10 heures précises, comme Camille l'avait demandé. Pas en avance, pas en retard, juste assez ponctuel pour être utile sans paraître trop empressé. Je portais un jean et un sweat à capuche bleu marine, les cheveux attachés en une queue de cheval basse, et j'avais apporté une boîte de cupcakes citron framboise d'une pâtisserie de Neuilly que Camille avait un jour qualifiée de prétentieuse et hors de prix. Je les avais apportés quand même. Salut, ai-je dit alors que Camille ouvrait la porte. Elle avait l'air légèrement surprise, s'attendant probablement à ce que je ne vienne pas. Salut, tu n'aurais pas dû apporter quoi que ce soit. Je le voulais, ai-je répondu simplement en entrant. Félicitations encore. L'endroit était lumineux. Parquet blond,
comptoir en quartz blanc, meuble de démonstration encore en place en attendant l'arrivée des siens. Il avait cette personnalité propre et neutre qui rendait les photos de se loger attrayantes, mais n'en disait pas long sur la personne qui emménageait. Tu peux juste poser ces cupcakes sur le comptoir, dit Camille en passant une mèche de cheveux derrière son oreille. Maman est à l'arrière en train de déballer des coussins. J'ai souri et l'ai suivi, m'arrêtant pour observer l'agencement. Le salon à air ouverte menait à une cuisine étroite avec des poignées haut de gamme. Neuf, joli, prévisible. J'ai apporté quelques cartons de la voiture, ai-je dit. Tu veux que je les monte? Camille a hoché la tête. Ce serait super. La chambre d'amis est la première porte à droite. Quand je suis revenu avec les cartons marqués et livres de son écriture soignée, notre mère se tenait à l'îlot de la cuisine, pliant un torchon et semblant complètement dans son élément. Élise, dit-elle sans lever les yeux. Tu as toujours été douée pour ces petites corvées. C'est vraiment ton rôle, l'assistante. Elle a dit cela comme si elle me faisait un compliment. J'ai juste souri faiblement. Heureuse d'être utile. Elle n'avait toujours pas levé les yeux. Elle n'avait pas remarqué la boîte de cupcakes gourmands ni le bouquet de tulipes blanches que j'avais délicatement placé dans un vase près de l'évier. Camille, a-t-elle appelé par-dessus son épaule. Tu as dit que tu prenais les rideaux en lin pour la chambre d'amis ou les bleus pâles? En lin, a répondu Camille en passant devant moi avec un rouleau de papier adhésif à la main. Le bleu faisait trop froid. J'ai hoché la tête pensivement. Malin. Elles ne m'ont pas demandé ce que je pensais de la maison. Elles ne m'ont pas posé de questions sur mon logement, mon travail ou quoi que ce soit d'autre, alors je n'ai rien proposé. Au lieu de cela, pendant qu'elles s'occupaient avec du papier bulle et des fonds de tiroir, j'ai discrètement ouvert le placard à côté de la cuisinière, puis celui au-dessus du réfrigérateur, et enfin le tiroir près de l'évier étiqueté fond pour le déménagement. Un joli petit autocollant que Camille avait dû faire avec son étiqueteuse. À l'intérieur, il y avait 3 billets de 20 € et quelques reçus. J'ai mis la main dans la poche de mon sweat, j'ai sorti une enveloppe blanche unie et je l'ai glissée à l'intérieur. 1000 € en espèces. Pas de mots, pas de signature, juste de l'aide comme je l'avais toujours donné, silencieusement, invisiblement. Camille ne le trouverait que plus tard. Elle lèverait les yeux au ciel ou le prendrait sans commentaire. Peut-être les deux. Mais je ne l'ai pas fait pour des remerciements ou de la reconnaissance. Je l'ai fait parce que je le pouvais, parce que je me souvenais de chaque fois où j'avais été humilié pour de l'argent et je savais vraiment, que la chose la plus puissante que vous puissiez faire quand quelqu'un vous sous-estime est de l'aider quand même. Plus tard, alors que je nouais les sacs poubelles et proposais d'aller chercher du café, maman m'a adressé un sourire pincé. Tu t'épanouis vraiment dans les rôles de soutien, dit-elle en hochant la tête comme si c'était un fait. J'ai rencontré son regard, chaleureux mais indéchiffrable. Eh bien, ai-je dit doucement. Il faut bien que quelqu'un tienne le cadre pendant que les autres accrochent leur tableau. Elle a cligné des yeux, comme si elle ne savait pas si je l'avais complimenté ou insulté. Puis Camille a appelé d'en haut et le moment est passé. Je me suis éclipsé quelques minutes plus tard, disant que j'avais un truc de travail, ce qui était vrai au sens le plus large. J'avais des appels prévus avec l'agence de design que j'avais engagée pour repenser l'entrée de mon hôtel particulier. En partant, la maison rétrécissant dans le rétroviseur, j'ai réalisé quelque chose qui m'a surprise par sa vérité tranquille. Elle pensait toujours que j'étais à la traîne. Elle n'avait aucune idée que je les avais déjà dépassés. La pendaison de crémaillère de Camille était le genre de fête qui paraissait plus cher qu'elle ne l'était en réalité. Des planches de charcuterie et de fromage qui semblaient venir d'un traiteur de luxe. Une playlist conçue pour des gens qui voulaient se sentir cultivés mais pas dérangés. Et des serviettes en papier imprimées d'une feuille d'or qui disaient le bienvenu à la maison. Je suis arrivé avec 10 minutes de retard, exprès. Pas trop tard pour attirer l'attention. Juste assez pour éviter le silence gênant qui me suivait toujours dans une pièce pleine de membres de ma famille. La maison de ville était pleine. Des collègues de l'entreprise de Camille, quelques voisins, des amis d'université que je n'avais pas vus depuis des années. Tout le monde sirotait du vin pétillant et commentait la crédence ou la lumière incroyable du salon. Je portais un pull vert doux et un jean noir. Rien de tape à accent grave-l'œil, juste assez soigné pour passer inaperçu. Élise. Camille m'a repéré dès que je suis entré. Elle m'a fait une demi-étreinte, en faisant attention de ne pas tacher son maquillage. Contente que tu aies pu venir. Je n'aurais manqué ça pour rien au monde,
ai-je dit en lui tendant une fine boîte blanche avec un ruban. Qu'est-ce que c'est? Des bougies au soja coulées à la main d'une boutique du Marais, ai-je dit. L'une est à l'amande du jardin, l'autre au santal et à la rose. Oh, dit-elle en tournant la boîte dans ses mains. Quelle délicatesse. Elle l'a posée sur le buffet comme si elle classait un dossier. Personne d'autre ne l'a vue, mais moi si. Maman est arrivée en piqué quelques minutes plus tard, vêtue de ce qu'elle appelait un décontracté chic. Un chemisier crème avec des boutons de perles et un pantalon qui n'avait jamais connu un pli. Eh bien, c'est tout simplement adorable, dit-elle assez fort pour que toute la pièce l'entende. Ta propre maison, Camille. Tu as enfin réussi, ma chérie. Elle a levé son verre, les yeux balayant les invités. Contrairement à certaines personnes, a-t-elle ajouté avec un sourire qui passait presque pour innocent. Les gloussements qui ont suivi étaient discrets mais bien réels. Je suis resté parfaitement immobile, les joues chaudes, mais la colonne vertébrale droite. Camille a renchéri, inclinant son verre vers moi avec ce sourire narquois familier. Au moins, je ne suis pas encore en location comme une pauvre âme en peine. Mes doigts se sont légèrement crispés autour de mon verre de vin. Ne réagis pas. Ne leur donne rien. J'ai pris une gorgée, souriant juste assez pour paraître à l'aise. Un peu de jalousie, c'est sain, non? Ai-je dit vivement. Ça pimente les choses. Quelques personnes ont ri poliment. Le sourire narquois de Camille a vacillé une demi-seconde avant qu'elle ne se retourne pour resservir quelqu'un. J'ai erré dans un coin de la pièce, faisant semblant d'examiner une estampe encadrée d'une skyline à l'aquarelle. Elle était de travers. Maëlle, qui était arrivée en retard et restait en retrait comme une observatrice sociale, m'a trouvé près de la cuisine. Ça va? A-t-elle demandé à voix basse, ses yeux se tournant vers Camille à l'autre bout de la pièce. Je vais bien, ai-je dit. Vraiment? Elle m'a lancé un regard. Le genre de regard qui signifiait « je sais que ce n'est pas le cas ». Le genre de regard que seule une meilleure amie peut vous lancer dans une pièce où personne d'autre ne voit les couteaux. Ils ne savent pas, a-t-elle murmuré. Ils pensent toujours que tu es à la traîne. Je sais. Et tu les laisses simplement se moquer de toi. J'ai pris une autre gorgée et j'ai souri. Plus pour très longtemps. Quelques minutes plus tard, Antoine, un collègue de Camille, m'a demandé où je vivais, et j'ai répété la même rengaine. Toujours dans mon appartement près de Montreuil. Petit mais le loyer est bon. Pas encore prêt à acheter. Il a hoché la tête, sans se douter de rien, parce que ce n'était pas le moment. C'était la scène avant le lever de rideau. Je suis resté encore 20 minutes, juste assez longtemps pour aider à remplir les chips et redresser le tableau de travers quand personne ne regardait. Puis j'ai dit que j'avais une réunion de travail tôt le lendemain et je me suis éclipsé discrètement, marchant seul sur le trottoir frais de la banlieue, l'écho des rires et de la cruauté de bas étage s'estompant derrière moi. Ils pensaient que la blague était toujours à mes dépens, mais ils allaient bientôt apprendre que je n'étais pas la chute. J'étais la mise en place. Le SMS est arrivé à 9h12. Juste au moment où je pliais une serviette en lin en un triangle doux pour le couvert. De Camille. MDR TJS pas intéressé pour louer un de tes pièces mais MCI pour l'invie. Je l'ai lu une fois, puis une deuxième, puis une troisième fois. Comme si la répétition pouvait en quelque sorte lisser la condescendance de son ton. Ça n'a pas marché. J'ai fixé l'écran, le pouce planant sur un millier de réponses différentes, dont aucune n'aurait entamé son arrogance. Pas le genre d'arrogance qui vient des faits, mais le genre qui vient de la fausse sécurité de sous-estimer quelqu'un. Elle pensait que je l'avais invité dans un café. Elle pensait que l'adresse que j'avais envoyée par SMS était une autre petite location dans un autre quartier créatif de la ville, probablement avec des guirlandes lumineuses, des tasses Ikea et une chaise ou deux bancales. Elle n'en avait aucune idée. J'ai verrouillé le téléphone et l'ai posé doucement sur le plan de travail. Du marbre italien veiné de gris doux et de crème pâle qui me rappelait le brouillard matinal. La cuisine sentait légèrement le produit à polir au citron et les pivoines. Les fleurs avaient été fraîchement coupées ce matin-là et arrangées dans un simple vase en verre. Pas de bouquet surchargé, pas de fioritures spectaculaires, juste une élégance tranquille comme tout le reste ici. La maison avait enfin pris vie. Ma vie. Les luminaires dorés sur mesure brillaient sous l'éclairage du dessous des armoires. Les fenêtres du sol au plafond laissaient entrer le soleil d'hiver comme s'il avait été convoqué juste pour cette maison. Et la théière,
une en porcelaine que mon père m'avait offerte l'année de mon diplôme, était sur la cuisinière, propre et en attente. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai murmuré au silence, « Oh, tu auras envie de boire du thé dans celle-ci. » Parce que ce n'était pas juste une maison. C'était un règlement de compte. L'invitation que j'avais envoyée à Camille la veille avait été délibérée. Pas de prétexte, pas d'explication, juste mon nom, mon adresse et les mots passe quand tu veux. J'ai des scones au citron qui refroidissent. J'avais même fait les scones, au cas où. Chaud, beurré, avec des zestes de citron et un filet de glaçage au sucre qui capterait la lumière juste comme il faut. Je voulais qu'elle vienne. Je voulais qu'elle voie. Pas parce que j'avais besoin de son approbation, mais parce que j'avais besoin de son silence. Ce silence stupéfait et sans ciller que les gens ont quand ils entrent dans un endroit qu'ils étaient sûrs que vous ne pouviez pas vous permettre. Un endroit où ils supposaient que vous n'auriez jamais votre place. Le genre de silence qui remplace chaque insulte, chaque pique, chaque toujours en location par le bruit sourd de la réalité qui s'écrase au sol. Le genre que vous pouvez pas simuler. Je n'ai pas répondu à son SMS. Je n'en avais pas besoin. Elle viendrait finalement. La curiosité l'emporte toujours sur le mépris. Et quand elle le ferait, je l'attendrais, dans ma maison, à ma table, avec le thé déjà infusé. L'interphone du portail a sonné un mardi matin sans vent, brisant le calme qui s'était installé sur la maison comme du velours. J'étais dans la véranda, un livre ouvert sur mes genoux, bien que je n'ai pas tourné la page depuis 15 minutes. Quelque chose m'avait dit qu'aujourd'hui serait le jour. J'avais fait des scones frais ce matin-là. Même recette, plus de zeste, et j'avais laissé le thé infusé comme toujours, au cas où. Quand l'interphone a grésillé, je n'ai pas tressailli. Élise, salut, c'est Camille. J'étais dans le coin et je me suis dit que je passerais voir ton appartement. Même à travers l'audio granuleux, je pouvais entendre l'hésitation, le naturel forcé, la façon dont sa voix montait sur appartement comme si elle essayait de le faire paraître petit, comme si elle croyait encore que cela pouvait l'être. J'ai appuyé sur le bouton, d'une voix calme et claire. Entre. J'ai fait des scones au citron. Silence pendant une demi-seconde, puis un d'accord à marmonner. J'ai regardé par la fenêtre les portes en fer forgé s'ouvrir sur commande, le moteur ronronnant doucement sous leur poids, et la voilà. Le SUV argenté et élégant de Camille a avancé lentement, comme si elle n'était pas sûre d'avoir la bonne adresse. Sa tête était légèrement inclinée alors qu'elle passait les haies, les sourcils froncés. Elle n'avait même pas parcouru la moitié de l'allée que je pouvais déjà sentir les rouages de son cerveau grincer contre les faits. Ce n'était pas un appartement. Ce n'était pas un immeuble sans ascenseur. C'était une demeure conçue pour imposer le respect. 3 étages de pierre recouvertes de lierre se dressaient devant elle, stoïques et sans complexe. Des fenêtres à meneaux brillaient au soleil d'hiver. L'allée circulaire s'enroulait soigneusement autour d'une fontaine qui fonctionnait encore même en janvier, car j'avais payé l'entrepreneur un supplément pour installer une base chauffante. Elle s'est arrêtée et est restée assise une seconde, la main encore sur le levier de vitesse. Je suis resté là où j'étais, encadré par la porte d'entrée, un chemisier ivoire d'où rentrer dans un jean foncé, les cheveux lâchés, sans chaussures, juste ancrée et silencieuse. Elle est finalement sortie, lissant sa veste comme si cela pouvait la protéger de ce qu'elle voyait. C'est ? A-t-elle commencé, marchant lentement vers les marches du perron, comme si elle ne leur faisait pas confiance pour ne pas disparaître sous ses pieds. C'est ici que je vis, ai-je dit doucement. Je suis là depuis quelques mois. Ses yeux ont rebondi des fenêtres cintrées à la porte laquée noire, puis au heurtoir en laiton poli en forme de tête de lion. Mais tu as dit je sais ce que j'ai dit, ai-je répondu. Je laissais les choses se tasser. Le mot tasser a semblé atterrir quelque part entre ses clavicules et lui a coupé le souffle. Je me suis écarté, laissant la porte s'ouvrir plus largement. Entre. Les scones sont encore chauds. Elle a cligné des yeux une fois, puis a franchi le seuil. Je l'ai regardé entrer dans mon monde, ses bottes claquant doucement contre le parquet en chêne à chevrons. Son regard a balayé le plafond voûté, les moulures, la lumière douce qui tombait du puits de lumière et frappait l'îlot en marbre comme un projecteur. Son souffle s'est coupé quand elle a vu les fleurs au centre de la cuisine, des pivoines rose pâle, fraîchement coupées et grandes ouvertes, reposant dans un vase en cristal qui avait appartenu à notre grand-mère. Elle n'a pas parlé. J'ai versé du thé dans de délicates tasses en porcelaine et j'ai placé un scone sur une petite assiette en porcelaine devant elle.
Elle s'est assise raidement à l'îlot, les yeux toujours fixés sur les contours de tout ce qu'elle n'avait pas imaginé que je puisse avoir. De la crème? Ai-je demandé, la voix égale. Elle a secoué la tête, sans voix pour la première fois depuis des années. J'ai remué le mien tranquillement, la cuillère tintant doucement contre la tasse. Puis j'ai souri, doucement et sans faiblir. Je suppose que ça rend mal en photo, ai-je dit. Camille n'a même pas dépassé le hall d'entrée avant de faire marche arrière. J'avais à peine fini de poser la deuxième tasse de thé que j'ai entendu le claquement sec de ses talons sur les marches en ardoise du perron. Puis rien, une pause, un changement. Ses pas se sont inversés. Je l'ai suivi tranquillement jusqu'à la porte d'entrée, en faisant attention de ne pas faire déborder la théière. Depuis la fenêtre de l'entrée, je l'ai vu debout au bord de l'allée, son téléphone serré dans ses deux mains comme une bouée de sauvetage. Elle faisait les 100 pas, la bouche bougeant rapidement. J'ai entrouvert la porte juste assez pour entendre les mots. Non, maman, écoute-moi. Tu dois venir tout de suite. Non, ne t'arrête pas pour l'essence. Monte simplement dans la voiture et conduis. Je te jure devant Dieu, tu ne vas pas croire ça. Un temps de silence. Puis, plus vivement, elle en est propriétaire. Cette maison. C'est la sienne. La voix de Camille s'est brisée à la fin, comme si le dire à voix haute fracturait quelque chose en elle. Je suis sorti complètement dans l'embrasure de la porte, laissant la lumière du lustre se répandre derrière moi, peignant l'espace d'un or chaud qui semblait sorti d'un catalogue. Elle s'est retournée, surprise, et a cligné des yeux en me regardant du bout de l'allée. Je tenais la théière à deux mains, stable et silencieuse. Tout va bien? Ai-je demandé. Elle m'a regardé comme si j'étais quelqu'un d'autre. Peut-être que je l'étais. Tu vis vraiment ici? Sa voix était maintenant étouffée, empreinte de confusion. C'est à toi. J'ai hoché la tête lentement. Chaque centimètre carré. Mais comment le thé refroidi, ai-je dit doucement, et je suis rentré, laissant la porte ouverte derrière moi. Les pas ne sont pas venus immédiatement. Je l'imaginais debout là, en train d'assimiler le lierre sur les murs, la symétrie des haies, le fait que le portail avait enregistré son nom comme visiteur, pas comme résident. Je n'avais pas besoin de me retourner pour savoir qu'elle suivrait. Pas cette fois. 10 minutes ont passé, peut-être moins. Puis l'interphone a sonné de nouveau. J'ai appuyé sur le bouton. C'est moi. La voix de maman, sèche et sceptique. On m'a dit qu'il y avait eu un malentendu. J'ai souri, relâchant le bouton. Entrez, ai-je dit. Vous voudrez voir ça par vous-même. Les portes se sont ouvertes avec une douceur que seuls les moteurs bien entretenus peuvent gérer. J'ai regardé par la fenêtre de devant la berline de maman arriver rapidement, comme si elle pensait que l'urgence pourrait changer ce qu'elle était sur le point de voir. Elle est sortie de la voiture avant qu'elle ne soit complètement arrêtée, ajustant encore son manteau. Où est Camille? A-t-elle lancé, les yeux balayant le porche. Elle est à l'intérieur, ai-je appelé depuis l'embrasure de la porte. Son regard s'est déplacé vers le haut, au-delà de moi, au-delà du lustre brillant, au-delà de la porte d'entrée massive qui semblait appartenir à un musée. Puis il est redescendu sur moi, sur la théière que je tenais toujours, sur le sourire tranquille sur mon visage. Elle a monté une marche, puis une autre. C'est une location? A-t-elle demandé, la voix plus basse maintenant. Non. Ses yeux se sont plissés. La maison d'un ami? Non plus. Alors quoi? J'ai reculé et j'ai ouvert la porte plus largement. Bienvenue chez moi. Les mots se sont posés entre nous comme un gant jeté, mais il n'y avait aucune malice dans mon ton. Juste la vérité calme. Le genre de vérité qui n'a pas besoin d'élever la voix pour être entendue. Elle a hésité, juste assez longtemps pour que l'air change. Puis Camille est apparue au bout du couloir, tenant toujours sa tasse de thé. Elle avait l'air sous le choc, comme si elle était tombée sur une scène qu'elle ne pouvait pas comprendre. « Maman », dit-elle à bout de souffle. C'est réel. Tout est à elle. Les yeux de maman se sont déplacés de Camille aux moulures au-dessus de ma tête, au tableau à l'huile encadré derrière moi. Puis finalement à moi, mais elle n'a rien dit. Et dans ce silence, j'ai trouvé quelque chose que je n'attendais pas. Pas de la vengeance, pas du triomphe, juste de la paix. Je me suis tourné vers la cuisine, laissant le léger tintement de la théière contre la porcelaine remplir l'air.
Tu prends toujours de la crème, n'est-ce pas? Ai-je demandé par-dessus mon épaule. Pas de réponse, seulement des bruits de pas. Des pas doux, réticents, incrédules, entrant dans l'espace qu'elles avaient un jour dit que je n'aurais jamais. La porte d'entrée n'avait même pas fini de se fermer derrière maman qu'elle s'est arrêtée net. Ses talons ont claqué une fois sur le marbre, puis plus rien. Elle est restée là, le souffle coupé, les yeux parcourant le grand escalier, les nervures de cristal du lustre, les peintures à l'huile et le plafond voûté qui semblait s'élever de plus en plus haut à mesure qu'elle le fixait. C'est, a-t-elle murmuré. Camille s'est précipitée derrière elle, les mains tremblantes. Maman, a-t-elle lâché. Tu nous as dit qu'elle était fauchée. Les mots ont atterri comme une gifle. Je n'ai pas tressailli. J'ai levé ma tasse, pris une petite gorgée de thé, et l'ai reposée sur la soucoupe avec un son doux et délibéré. Je n'ai jamais dit ça, ai-je répondu calmement. Vous l'avez supposé. Maman s'est tournée lentement vers moi. Tu m'as dit que tu étais locataire. Je t'ai dit que je n'étais pas prête à acheter, ai-je corrigé. Ce ne sont pas les mêmes choses. La voix de Camille s'est brisée. Mais tu nous as laissé penser, je vous ai laissé penser ce que vous vouliez, ai-je dit. Je n'ai jamais menti. Le silence s'est étiré. Le visage de maman a changé, la couleur s'en allant puis revenant trop vite. Depuis quand? A-t-elle exigé. Un certain temps. Depuis quand? A-t-elle répété plus vivement. Assez longtemps pour apprendre qui j'étais sans vos opinions. Camille s'est affaissée sur le bord d'un fauteuil en velours, fixant le sol. Tu nous as laissé nous moquer de toi, dit-elle faiblement. Tu as laissé maman t'humilier. Pourquoi? J'ai rencontré son regard. Parce que j'avais besoin de savoir si vous arrêteriez un jour. Aucune d'elles n'a répondu. Les épaules de maman se sont affaissées, quelque chose de fragile se brisant enfin dans sa posture rigide. Nous avions peur de toi, dit-elle soudain, la voix tremblante. Le sais-tu? Camille a levé les yeux, surprise. Maman, non aussi, a-t-elle poursuivi, les yeux toujours sur moi. Nous l'avons toujours été. Tu étais comme ton père. Silencieuse, observatrice, visant toujours plus haut. Nous ne pouvions pas te contrôler. Les mots ont frappé plus fort que n'importe quelle insulte qu'elle m'avait jamais lancée. Quand on ne peut pas contrôler quelque chose, a ajouté doucement Camille, on le rend petit. J'ai senti quelque chose se desserrer dans ma poitrine. Pas de la colère. De la compréhension. Alors vous m'avez qualifié d'irréaliste, ai-je dit. D'instable. De rêveuse. Maman a dégluti. C'était plus facile que d'admettre que tu étais plus forte. Je me suis levé, lissant le tissu de mon chemisier, et j'ai marché vers elle. Chaque pas résonnait. Je n'ai pas construit ça pour vous faire du mal, ai-je dit. Je l'ai construit parce que je le méritais. Les yeux de Camille se sont remplis de larmes. Nous pensions que tu avais besoin de nous. J'ai secoué doucement la tête. Vous aviez besoin d'avoir besoin de moi. Elle n'avait pas de réponse à cela. J'ai soulevé la théière et j'ai versé, la vapeur s'élevant entre nous comme un rideau de fin silencieux. Du thé? Ai-je demandé. Et pour la première fois de ma vie, elles m'ont regardé non pas comme la fille inférieure, mais comme la femme qu'elles avaient sous-estimée. Les camélias commençaient tout juste à fleurir lorsque nous nous sommes assises à la table en pierre dans le jardin arrière, moi, Camille et maman. C'était en fin de matinée, au début du printemps, le genre de journée qui rendait tout plus silencieux qu'en réalité. Une brise douce, une lumière du soleil filtrée, un bruissement de branches au-dessus de nous comme si la maison retenait son souffle. Le jardin avait pris forme plus vite que je ne l'avais prévu. J'avais engagé une équipe de paysagistes le lendemain de notre confrontation dans le hall. Et pour une fois, je m'étais permis de choisir la beauté en premier. Des sentiers sinueux, des rosiers grimpants, et 2 bancs parfaitement placés qui donnaient l'impression d'un secret sur lequel on aurait de la chance de tomber. Maintenant, nous sirotions du café dans des tasses assorties pendant qu'un colibri planait près de la glycine. J'avais fait du pain à la banane maison. Camille avait apporté un dossier de contrat de travail. Maman avait apporté ses lunettes de lecture et un bloc-notes légal intitulé « Questions sur la pension » de son écriture soignée et pragmatique. Elle ne m'appelait plus l'assistante. Elle m'appelait par mon nom. Camille a tapoté son stylo contre le plateau de table en verre et s'est penchée en arrière avec un soupir.
Mon équipe vient d'être réaffectée à nouveau, dit-elle. Nouveau superviseur de New York. On verra combien de temps il tiendra. Tu penses à changer de cabinet? Ai-je demandé en tendant la main vers le sucrier. Peut-être, a-t-elle admis. Je tâte le terrain. Tu avais raison pour la révision du CV. J'ai eu plus de retours en 2 semaines qu'au cours des 6 derniers mois. J'ai hoché la tête une fois. Pas d'arrogance, juste du calme. Maman, assise entre nous, a ajusté ses lunettes et a jeté un coup d'œil à ses notes. Je dois parler à quelqu'un au conseil des pensions de mon transfert, dit-elle. Et ces relevés annuels, ils envoient des doublons. Je peux te mettre en contact avec quelqu'un chez Astra, ai-je offert. Leur équipe de compte de retraite est solide. Elle a fait une pause. Ce serait utile. Merci. Simple, direct, sans sarcasme. Cela m'a presque surprise. Pendant un long moment, nous sommes restés assises là, le son des carillons et de la circulation lointaine comblant les pauses. Puis Camille m'a regardé, sa voix basse et étrangement douce. « Qu'est-ce que tu penses que papa dirait de tout ça ?» J'ai posé ma tasse doucement. La question ne me piquait plus. Plus maintenant. J'ai regardé autour de moi le jardin, la lumière du soleil dansant sur le bord des lunettes de maman, la chaleur du siège sous moi que j'avais gagné avec des années de silence et de stratégie. J'ai souri. Il dirait que je me suis bien débrouillé, ai-je dit, et que j'ai enfin arrêté de me cacher. Elles ont toutes les deux hoché la tête, lentement et silencieusement, comme si elles l'intégraient. Pas seulement en l'entendant, mais en l'apprenant. Les anciens schémas n'avaient pas complètement disparu, mais ils s'étaient adoucis. Nous avions redistribué les rôles, et je n'étais plus l'outsider. J'étais celle qui avait construit la table que nous partagions maintenant. Le cimetière avait l'air différent maintenant. Même colline, même rangée tranquille sous les chênes. Mais l'air semblait plus chaud, non seulement parce que c'était de nouveau le printemps, mais parce que je ne venais plus ici en portant la honte. Je me suis garé sous le même arbre où je m'étais tenu sous la pluie un an plus tôt, tenant des hortensias et ravalant l'humiliation. Cette fois, il n'y avait pas de tempête, pas de ricanement de ma mère, pas d'écho d'une blague cruelle de ma sœur, juste le chant des oiseaux et une lumière douce filtrant à travers les branches au-dessus. J'ai marché lentement sur le chemin, mes talons crissant sur le gravier, une main agrippant une fine enveloppe, l'autre glissée dans la poche de mon trench-coat. Il s'était écoulé exactement 12 mois depuis les funérailles, et tout avait changé. La tombe de papa était près du fond, nichée à côté d'un mur de pierre couvert de lierre. Sa pierre tombale était modeste, son nom gravé proprement, rien de spectaculaire. Mais aujourd'hui, j'avais quelque chose à lui laisser. Je me suis agenouillé près de l'herbe, j'ai sorti l'enveloppe de mon manteau et j'ai glissé le journal plié. Le Monde, édition du dimanche, un article en pleine page avec un titre en gras, Élise Dubois en discours d'ouverture au sommet national de la tech. Une voix qui redéfinit le leadership dans l'innovation. Il y avait une photo de moi en plein discours lors d'un panel le mois précédent. Blazer impeccable, expression concentrée, main prise en plein geste. L'article détaillait mon parcours, mon produit, et ma vision d'une technologie qui ne se contentait pas de grandir, mais qui servait les gens avec dignité. J'ai aplati la page, puis je l'ai délicatement posée à la base de la pierre tombale, la lestant avec une pierre de rivière lisse que j'avais ramassée dans mon propre jardin ce matin-là. « Salut, papa », ai-je dit doucement. « J'ai pensé que tu voudrais voir ça. » La brise a changé, agitant le bord du papier. J'ai souri. « Tu avais raison de croire en moi », ai-je murmuré. Pas seulement dans les moments où j'ai réussi, mais dans ceux où je n'avais pas encore réussi. Dans ceux où je construisais encore en secret, encore assise à un bureau de seconde main, rêvant en silence. Tu as cru avant que quiconque d'autre ne puisse le voir. Je me suis levé, époussetant les genoux de mon pantalon. La maison était toujours à moi. L'entreprise continuait de croître. Camille et maman toujours dans ma vie, moins acerbes maintenant, moins sûrs de leur version du monde. Nous n'étions pas parfaits, mais nous étions réels, et j'avais trouvé mon centre. J'ai regardé une dernière fois la pierre et le papier. Puis je me suis retourné, j'ai redressé les épaules, et j'ai marché vers le chemin. Le soleil était chaud sur mon dos, et la skyline de la ville clignotait faiblement au loin. Au bord du cimetière, j'ai fait une pause, une main sur le portail. Je crois enfin en moi, aussi, ai-je dit à voix haute. Et puis j'ai avancé. Sans hâte, sans peur,
sans besoin d'expliquer, juste une certitude tranquille montant régulièrement dans ma poitrine. C'était ma vie maintenant, et j'en avais construit chaque centimètre.